Bonjour à toutes et à tous, ici Mickaël Messa et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'accueillir donc Lucie Alex Griffon. Alors, pourquoi j'ai tenu à interviewer Lucie? Tout simplement parce qu'elle est auteure et tout comme moi, mais Lucie est auteure de romans, elle est même éditrice et c'est pour ça qu'il y a quelques jours en arrière, je vous ai envoyé en fait un email où je vous ai demandé de poser une question. Alors, en fait, beaucoup d'entre vous m'avaient posé 4, 5 questions dans un seul email. Du coup, j'ai pris les questions qui revenaient les plus souvent, et ça en fait une dizaine, plus ou moins. Et du coup, aujourd'hui, je vais les poser à Lucie, parce que toutes vos questions ont été vraiment intéressantes, et ça veut dire que les réponses vont être tout aussi enrichissantes pour vous. Et cela vous permettra donc finalement de progresser dans l'écriture de votre roman ou dans la création de votre premier roman euh, et même dans la vente. Alors, Lucie, peux-tu te présenter brièvement? Oui, ben d'abord, bonjour Michael, et puis gros merci de m'avoir invité à faire passer une petite interview avec toi. C'est vraiment apprécié. Puis je suis contente de partager mes connaissances parce que moi aussi, lorsque j'ai démarré dans l'écriture, j'ai commencé à zéro, à partir d'absolument rien. Puis ça va être intéressant là, de partager ce que j'ai appris. Bon, j'habite au Québec, comme vous avez pu le remarquer avec mon petit accent. J'habite une magnifique région en bord de mer. C'est assez calme, c'est tranquille. J'habite très loin des grands centres comme Montréal. Je suis du type solitaire, assez louve solitaire. J'aime être seule, puis c'est certainement à mon avantage puisque ça me permet d'écrire et puis de me concentrer sur mes romans. J'aime rêver. Rêver, c'est facile pour moi. J'ai une imagination vraiment qui déborde. Une idée n'attend pas l'autre. Puis, en passant, je suis déjà allée en France. J'ai des connaissances à Paris, à Nantes, à Lyon. Puis, j'ai quelques amis dans le sud de la France. Présentement, je travaille beaucoup, mais bon, ces gens-là n'ont peut-être pas entendu parler de moi depuis un petit bout, mais si jamais ils sont à l'écoute, je leur fais un petit coucou. Actuellement aussi, je travaille en collaboration avec M. Didier Coyac concernant des recherches qu'il a fait sur le château de Chambord. Ça va être un thème qui va être abordé dans mon prochain roman. Mais ce qui risque plus de vous intéresser présentement, c'est que, bon, moi, en tant que romancière et éditrice, bien entendu, j'adore les livres. Mais bien plus que ça, j'adore leur texture, l'odeur des livres, des vieux livres. Ici, bon, vous le voyez peut-être pas, mais j'ai une collection énorme de vieux livres anciens. J'en ai même commandé sur Internet et ils proviennent de la France. J'aime inventer des histoires. Je suis passionnée à ma façon, passionnée d'écrire. Grosso modo, c'est ce qui me résume assez bien. Super, je te remercie, Lucie. Et donc, maintenant que tu t'es présentée brièvement, peut- euh, je vais commencer à dérouler les différentes questions des auditeurs. Et du coup, la première la première que l'on a choisie est: peut-on écrire un roman sans avoir le don de l'écriture? Oui, j'ai envie de dire oui, puisque, bon, d'abord, il faut faire attention. Moi, j'établis une grosse nuance entre le don et la passion, puisque je considère que quelqu'un qui est passionné d'apprendre ou passionné d'écrire, il trouvera ou elle trouvera toujours les ressources nécessaires pour arriver à ses fins, puis réussir à bien écrire un roman même si à la base, la personne n'a pas reçu un don pour l'écriture. C'est un peu ce qui m'est arrivé aussi. Je n'avais pas nécessairement le don d'écrire, j'avais pratiquement rien écrit, je lisais très peu. Et puis un jour, ça m'est un peu tombé dessus, comme on dit ici au Québec. Mais c'est tout bête. En suivant quelques étapes très simples, un roman peut voir le jour. C'est une simple question de technique et de passion. Au début, quand j'ai commencé à écrire, c'était moi pour m'évader de mon quotidien. C'est de cette manière que j'ai réussi à éliminer
une surdose de stress qui était dans ma vie à cette époque. Et puis, à force de travail et d'acharnement, j'ai trouvé une méthode pour apprendre à écrire. En général, avoir un don. Le don d'écrire, c'est un peu flou comme concept. Moi, j'irais davantage avec quelques astuces techniques, je crois, à partir desquelles tout le monde peut écrire. Un exemple d'astuce, il faut avoir une idée globale de l'histoire, quel sujet on veut aborder, puis tout ça. Il faut aussi effectuer beaucoup de recherches. Je te dirais, Michael, que les recherches sont vraiment la clé du succès d'un roman. Surtout si on aborde un sujet tel qu'un roman policier ou un roman historique. Ensuite, il faut avoir un plan des chapitres, qui dira quoi, qu'est-ce qui se passera dans chaque chapitre, un peu la trame, le squelette de ton histoire. Bien entendu, il faut une suite logique à tous ces chapitres-là. Et puis, moi, j'aime bien créer ce qu'on appelle des intrigues en boucle. Je commence une boucle et puis je la termine un peu plus loin. Ça garde le suspense de l'histoire. Avoir le don d'écrire, ça se développe. Un don, personne ne vient en général au monde, sauf quelques exceptions, avec des dons intéressants ou aberrants. Tu appelleras ça comme tu veux. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent écrire sans avoir nécessairement le don à la base. Il s'agit de s'y mettre, d'avoir une technique, de travailler fort et puis de créer ce qu'on appelle une trame, un plan, faire les recherches pour pouvoir créer des personnages intéressants. Donc, je considère qu'écrire un roman, c'est davantage une technique qu'un don, malgré que oui, il y a des gens qui ont le don d'écrire, mais c'est possible d'écrire un excellent roman sans avoir eu un don pour l'écriture à la naissance. Super. Donc, en tout cas, je te remercie d'avoir donné les fondations, en fait, de l'écriture d'un roman et comment toi, tu t'y prends également avec la boucle, en fait, hein, en formant une boucle et en laissant ce petit suspense pour le lecteur afin de le tenir accroché, finalement. Oui, tout à fait. Même, moi, en moyenne, mes romans ont 450 pages. Et puis, j'ai à ce moment-là le temps d'effectuer 3 boucles. J'ouvre une boucle au début qui va se refermer vers la fin. Et puis, à travers la trame, j'insère 2 autres boucles en général. Des boucles plus courtes qui ne durent que quelques chapitres ou des boucles plus longues, comme je le disais en préambule, qui commencent au début du roman et se terminent à la fin de l'histoire. Ok, super. Donc, tout à l'heure, je te demanderai combien de temps, en fait, tu mets pour écrire un roman, mais c'est une question qui viendra un peu plus tard, parce que j'imagine que pour écrire un roman de 450 pages, c'est vrai que, comme tu le disais, c'est un peu de boulot quand même. Par contre, c'est quand on aime ce que l'on fait, on se régale, j'imagine. Oui, tout à fait. Écrire, pour moi, est une passion. Au début, c'était une thérapie personnelle et je n'avais aucune idée comment m'y prendre. Puis, par la suite, c'est devenu presque une routine quotidienne, un besoin viscéral de poser les mots sur le clavier et non pas sur le papier. Et puis, non, c'est vraiment, c'est un métier passionnant. Super. Et donc, lorsqu'il a été question d'écrire ton tout premier roman, je pense que tu dois t'en rappeler comme si c'était hier, qu'est-ce qui t'a posé le plus gros problème? Le problème le plus important, ouais. Oui, le plus gros problème, ce fut le manque de temps pour écrire au début, puisque je travaillais à temps complet et même un peu plus. Et puis, c'est un peu aussi ce qui a créé le problème toute ma vie s'est un peu enchaînée à partir de là. Je travaillais beaucoup, je suis devenue épuisée. Je ne sais pas si j'ai fait une dépression, un burn-out ou quoi que ce soit, puisque je ne suis pas du genre à aller chez le médecin facilement. Mais bref,
le goût d'écrire est survenu dans ma vie suite à une période difficile. Donc, au début, je travaillais beaucoup et le manque de temps a été vraiment un problème. Le deuxième problème fut surtout, je ne trouvais pas la manière de coucher ce que j'avais dans la tête, comment le coucher correctement sur le papier. Je me réveillais la nuit avec une idée géniale, un chapitre complet dans la tête, tout était clair. Le temps de me lever, de mettre une robe de chambre, un pyjama, de m'installer pour écrire et pouf, la bulle était explosée, disparue. Ça a été une façon là, disons que ce phénomène-là a provoqué chez moi une rage de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à jointer, si tu veux, mes idées et de pouvoir les coucher correctement sur le clavier. Ça a créé justement un petit bonus dans ma formation. Je donne des trucs là-dessus parce que je me suis dit que je ne devais pas être la seule à avoir eu des difficultés de ce côté-là. Donc, en général, le manque de temps, il faut trouver le temps pour écrire et le prendre et même mettre de côté carrément certaines choses pour pouvoir écrire. Et le deuxième point où j'ai eu la difficulté était de formuler des phrases et sortir ce que j'avais dans la tête et pouvoir le mettre correctement, le faire comprendre et transmettre mon message à mes lecteurs. Et du coup, comment tu t'y es prise pour pallier à ce manque de temps que tu avais? Oui, excellente question, Michael. J'ai osé rencontrer à ce moment-là de ma vie la personne qui m'embauchait, puis qui était de toute manière aussi une personne très proche de moi. Puis je lui ai expliqué la problématique. J'ai fait mes semaines en 4 heures au début, jusqu'à ce que je me fasse remplacer à temps partiel. J'ai accepté de travailler moins au détriment du salaire également, mais ma passion, j'avais décidé que ma passion prendrait le pas sur tout le reste. Donc, j'ai demandé au début des semaines de 4 heures. Ensuite, j'ai demandé un temps partiel et puis je me suis lancée de plus en plus fort dans l'écriture pour trouver le temps. Et puis, la deuxième problématique que je citais tout à l'heure, qui était d'avoir de la difficulté à coucher mes idées sur le papier, la solution qui m'est apparue évidente après quelques heures de réflexion fut de tout simplement arrêter de vouloir me juger et critiquer au fur et à mesure ce que j'écrivais. J'ai commencé par coucher sur papier, à la main, oui, avec le bon vieux papier, le bon vieux crayon, toutes les idées confuses qui me passaient par la tête. Ensuite, j'ai vraiment tapé au clavier n'importe quoi. J'ai écrit n'importe comment, sans jugement, sans restriction, sans filtre. Puis c'est à partir de là que mon deuxième problème s'est réglé. Une fois que la première ébauche a été gribouillée, barbouillée d'une manière ou d'une autre, les choses se sont éclaircies dans ma tête et puis j'ai été en mesure de passer à la phase 2 de l'écriture qui fut de bien reformuler mes idées, reformuler mes phrases en chapitres. C'est vrai que ces réponses sont super intéressantes. Et en plus, le fait de ne pas se critiquer, de ne pas se juger, je pense que ça, c'est vraiment la première chose à faire, ou l'une des premières choses à faire, tout au moins, quand on veut écrire et quand on se lance dans l'écriture, du coup. Et puis, j'ai bien aimé également une autre de tes réponses, c'est « j'ai décidé ». Et effectivement, on peut dire que ça commence par là. Ça commence par une décision que l'on souhaite écrire son roman ou un guide pratique, ou que l'on souhaite démarrer sa propre entreprise, voilà, ou lancer son propre produit. C'est vrai que ça part tout à partir d'une décision. Et du coup, donc, décider
et prendre du temps et ne pas se critiquer, donc ne pas porter de jugement sur son travail, sur soi, sur sa qualité, c'est vraiment trois choses hein, finalement qui sont très importantes. Oui, je suis assez d'accord avec toi. L'important est de ne pas se juger, de ne pas… les gens, les autres s'en chargeront. Nous-mêmes, il faut vraiment éviter de le faire. Puis, il faut plutôt miser sur ses forces. La mienne étant l'imaginaire. Et puis, écrire, tu sais, Michael, tu le sais, t'écris toi aussi. Écrire, ce n'est pas vraiment de la magie, ce n'est pas vraiment magique, c'est plutôt… il y a une technique derrière. Et puis, c'est pour ça que je crois que c'est accessible à tout le monde. Ce qu'il faut, c'est de la passion et l'envie de passer à l'action, de bouger. Super, impeccable. Dis-moi, comment démarre-t-on, c'est-à-dire tu parlais de boucles, d'histoire, comment démarre-t-on l'écriture d'une histoire, pardon, est-ce qu'on la démarre à partir d'un scénario qui est construit à l'avance ou à partir d'une histoire qui se crée au fur et à mesure de l'écriture? Alors ici, je vais répondre pour moi, puisque chaque auteur a sa technique, je crois. Pour ma part, c'est un peu des deux. Donc, bon, oui, l'écriture d'un roman se fait en partie à partir d'un scénario, d'un plan qu'on prévoit un peu à l'avance, oui, mais aussi il faut laisser aller sa spontanéité dans l'écriture. Dans mon premier tome, j'ai commencé avec un plan rigide, un scénario rigide pour me rendre compte que il y a bien des choses qui ont évolué, il y a bien des choses qui ont changé. Et ce qui va créer ce changement-là, ce changement de direction, c'est souvent les recherches qu'on va effectuer sur le métier d'un des personnages ou sur un endroit que le personnage principal risque de visiter. Peu importe que ce soit un objet ou disons, par exemple, Jennifer Sinclair, qui est mon personnage principal, elle a eu à visiter un souterrain. Je ne vais pas élaborer sur les détails, mais disons que lorsqu'elle a eu à visiter le souterrain pour découvrir l'utilité d'un mécanisme qu'elle a trouvé dans une statue, disons, pour éviter les détails, j'ai eu à faire des recherches sur les statues de France. J'ai eu à faire des recherches aussi sur les cathédrales oubliées, l'époque des Templiers, des francs-maçons, tout ça. À partir de ces recherches-là, je suis tombée sur une information qui est venue déclencher en moi une flopée d'idées qui ont complètement transformé la fin de mon tome 2, de mon second roman. Donc, à ce moment-là, c'est pour cette raison-là que j'insiste sur le fait que oui, il faut un plan, il faut une trame de départ, mais oui, vous aurez des changements. Il faut prévoir que l'histoire évoluera, que tout risque de se transformer au fur et à mesure de l'évolution de votre roman. Super, donc merci pour avoir éclairci donc cette réponse avec cette question plutôt avec tes réponses, Lucie. Et il y a une autre question qui est venue de la part d'un lecteur et qui dit, voilà, en fait, il compte écrire une autobiographie sous forme de roman. Par quoi doit-il commencer, selon toi? Premièrement, j'aurais une question pour cette personne. Est-ce que la personne en question, est-ce qu'elle va aborder des sujets sensibles? S'il y a des sujets sensibles du genre des problèmes familiaux, des choses comme ça, la première étape serait de changer complètement les noms des personnages. La deuxième étape serait de changer leur métier, leur lieu, changer beaucoup de choses afin que les gens ne se reconnaissent pas. Sinon, bon, cette personne risque de gros problèmes. Si personne n'est mis dans le pétrin, si l'autobiographie est humoristique et légère et qu'elle
elle ne met pas personne dans des problèmes ou des choses compliquées. La première étape serait de faire la liste des points importants de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé dans sa vie de génial? De quoi va-t-elle parler? À partir des points importants de sa vie, qu'est-ce qui a eu vraiment de la valeur? Qu'est-ce qui mérite d'être souligné afin de partir avec ces idées-là pour créer justement les principaux chapitres? Bien entendu, ici, on parle de créer une autobiographie sous forme de roman. Donc, les choses, les situations réelles peuvent être colorées, exagérées ou nuancées pour justement augmenter l'intérêt des lecteurs. Concernant les points importants qui méritent d'être soulignés, ça revient à la responsabilité, bien entendu, de la personne qui va écrire son autobiographie. Mais en général, ouais, je lui conseillerais de mettre l'accent sur les points forts, de développer des choses importantes qui se sont passées dans sa vie, en faire un scénario, une trame, un plan, et puis ne pas se gêner pour sauter des périodes moins mouvementées, créer des sauts dans le temps. Et puis pour créer des sauts dans le temps, afin que le lecteur s'y retrouve, je conseille de commencer les chapitres avec une date ou une année ou une situation quelconque pour un peu séparer tout ça. Très bien. Et donc, j'imagine que tu procèdes également de la même façon pour la rédaction d'un roman inspirant. Ce que j'entends par roman inspirant, c'est un roman en développement personnel, par exemple. Donc, tu suggères d'écrire de la même façon? Oui, je n'ai jamais écrit de roman de ce genre, mais oui, je crois que la manière de travailler serait plus ou moins la même, oui, de créer un scénario de base à partir de faits importants de sa vie ou de circonstances qui nous sont arrivées ou de choses comme ça. Surtout des romans qui abordent des thèmes comme les coïncidences ou le hasard. C'est souvent, les situations sont souvent tirées de situations réelles, mais elles sont romancées et nuancées pour éviter que les vraies personnes se reconnaissent, oui. Super. Merci pour avoir apporté un complément de réponse à la première question. Donc, parce que c'est vrai que depuis quelques années, en fait, j'ai l'intention, mais ça fait déjà 1 an que j'en parle, 1 an et demi. Je me suis dit, voilà, un jour, j'écrirai un roman inspirant. Et c'est vrai que, ben voilà, on repousse les choses, parce qu'une chose, c'est une autre. Donc, d'où l'importance de prendre la décision de le faire et de passer à l'action. Et de suivre en fait les pas de ceux ou celles qui sont passés avant eux, avant nous. Et donc là, c'est un exemple, un exemple concret en chair et en os. Et du coup, tout à l'heure, au début de cette interview, Lucie, tu disais, voilà, j'écris des romans qui font 400, 450 pages, voire un peu plus. Combien de temps te faut-il en moyenne pour écrire un roman? Et combien de pages, et à partir de combien de pages on peut considérer on peut considérer que le livre, c'est un roman qui est fini, en fait? C'est la grande question. Combien de temps il faut pour écrire un roman? Premièrement, je dois dire que les choses évoluent. Au début, ça me prenait beaucoup plus de temps. C'était long, c'était fastidieux, je n'avais aucune méthode. Donc, il m'a fallu environ 4 ans pour créer l'ébauche, le plan principal de ma saga. Je parle de la saga complète, pas seulement d'un roman. Pour un roman, en général, il me faut 8 à 9 mois d'écriture, de correction et de révision. Ensuite, l'étape suivante est toujours, moi, dans mon cas, de l'envoyer à un réviseur professionnel afin de vérifier l'orthographe. Parce que, bon, j'ai une petite confidence à vous faire, mon français n'est pas parfait, puis de temps en temps, il y a une coquille dans mon texte. Bon. Donc, pour vraiment mettre en vente un produit fini, moi, c'est mon dada, c'est ma gâterie, c'est que
je paie pour un réviseur professionnel. Donc, je peux publier mes livres et mes textes les deux yeux fermés sans souci. Mais pour revenir à ta question, quelqu'un qui débute ne devrait pas s'attendre à avoir terminé son premier roman avant une année et demie. Je crois que c'est le délai nécessaire pour pouvoir créer un produit intéressant. Par la suite, bon, c'est certain qu'il y a des écrivains professionnels avec des années et des années d'expérience qui vont prendre environ peut-être 6 mois pour écrire un roman. Ils sortent 2 ou 3 romans par année parfois. Mais j'ai un bémol là-dessus, ça devient redondant, c'est des petits romans. Bon, chacun a disons, sa manière de travailler, mais dans mon cas, il me faut environ 8 à 9 mois. Concernant le nombre de pages, ça aussi, c'est la question qui revient souvent. Moi, mes romans ont 450 pages pour la raison suivante. C'est que j'ai beaucoup de choses à dire. Mon héroïne va énormément voyager, faire des recherches. Elle va beaucoup se promener. Bon, cherche. En général, j'ai besoin de ces 450 pages-là pour pouvoir partir du début et me rendre à la fin de mon histoire. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais en général, un bon roman peut s'établir dans un barème de 300-325 pages, je dirais, malgré que présentement, la mode est au petit roman de 250 à 300 pages. Mais ça, attention, c'est une question technique des maisons d'édition, puisqu'ils veulent que le roman ne dépasse pas un certain poids, une certaine épaisseur, pour s'envoyer facilement dans une enveloppe et aussi économiser du côté du transport, tout simplement, c'est une question technique. Mais écrivez ce que vous avez à écrire et puis, bon, oubliez le nombre de pages, hein, c'est pas important. Oui, et puis d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les livres Kindle, c'est vrai que, on va dire, on a pris l'habitude avec les livres PDF, les livres au format Kindle ou autres, hein, EPUB, Mobi, etc. On a pris l'habitude de lire des livres d'une centaine de pages, 100, 150 pages, des livres faciles à lire et rapides à lire. Donc, qu'est-ce que toi t'en penses de cette nouvelle façon qu'ont les lecteurs à lire? Toi, quel est ton avis là-dessus? Oui, bon, il y a beaucoup de gens qui préconisent bon, qu'un e-book, qu'un livre en format numérique, qu'un roman en format numérique devrait avoir environ 150, 180 ou 200 pages. Moi, de mon côté, c'est impossible d'écrire quelque chose d'intriguant, d'intéressant et de captivant dans ce format-là. Mais pour ceux qui en sont capables, eh bien, allez-y, puisque, bon, il paraît que les gens préfèrent ce petit format-là. Mais c'est relatif, puisque le nombre de pages d'un format Kindle, puisque les gens peuvent grossir ou rapetisser les lettres, il est difficile d'établir, bon, mon roman à X pages. Mais oui, j'ai entendu parler de ce phénomène-là. Puis moi, mes romans se vendent très bien à coups de briques. J'ai une bémol là, par contre. J'aurais une petite précision à ajouter. Il s'agit du thème qui sera abordé par le roman. Les lecteurs de fantastique, aventures fantastiques, comme le genre que moi j'écris, sont des gens qui aiment les briques, qui aiment les gros livres. Quelqu'un qui va plutôt préférer le roman policier va vouloir savoir rapidement qu'est-ce qui se passe, quelles sont les lignes directrices et puis surtout comment ça se termine. Oui, c'est les gens, les amateurs de romans policiers vont parfois préférer des formats plus petits. Mais à part cette petite nuance-là, dépendamment de la thématique qui est abordée, moi, je suis incapable d'écrire un roman en moins de 400 pages. Ok, très bien, merci Lucie.
donc, une autre question qui est venue très souvent également, c'est comment transposer en fait euh, en écriture une idée que nous avons dans la tête. Je conseille d'écrire tout en vrac, un peu comme j'ai mentionné précédemment. Écrire sans restriction. Poser toutes les idées sur une feuille. Ou j'ouvre une parenthèse ici. Une feuille blanche et un peuvent générer des romans fantastiques. Il y a comme un phénomène encore, je ne pourrais l'expliquer, mais il y a un lien sentimental que l'écrivain donne à son crayon. Puis, je trouve encore important de nos jours d'écrire. Bref, écrire sans jugement, sans restriction, des mots, des simples mots, ou des idées, ou des concepts, ou le nom d'un personnage, ou à partir de tout ça, à partir de son bric-à-brac littéraire, si on veut, à ce moment-là, les choses vont se replacer dans votre tête aussi, en ayant un point de vue un peu, en ayant un recul sur vos idées. C'est ma manière aussi, c'est la manière qui m'a sauvée, que j'ai découvert il y a plusieurs années pour justement arriver à transposer ce que j'avais dans la tête et le transformer en roman. Ça a été sans jugement, sans critique, de vraiment tout écrire de n'importe quelle façon, et j'insiste, de n'importe quelle façon, et sans regarder l'orthographe, s'il vous plaît. On est ici pour créer, on vérifiera l'orthographe plus tard. À ce moment-là, en n'ayant aucune restriction, les idées jaillissent comme par magie, et puis vous aurez moins de difficultés à transposer en écriture l'idée que vous avez dans la tête. Ok, et comment tu as vécu ou comment s'est passée la période de correction? Comment tu t'y prends pour faire corriger ton manuscrit? Bon, tu en as un peu parlé tout à l'heure, pour faire corriger ton manuscrit et pour faire retravailler ton roman finalement. Est-ce que, bon, tu en as parlé dans la réponse précédente aussi, où tu disais, voilà, d'abord, vous commencez par faire des notes, par écrire en vrac, du moins. Et après, tout ce qui est correction, tout ce qui est retravail et affinage, on va dire, vous le faites un peu plus tard. Et donc, toi, comment tu t'y prends euh, pendant cette période-là, quoi? Quand tu t'y prends, qu'est-ce que tu fais, toi, ton plan à toi? La période de correction et de relecture est très importante puisque c'est à ce moment-là qu'on va mettre la main, que les erreurs vont nous sauter aux yeux. Avant d'envoyer mon roman à un ou une réviseur professionnel, je vais commencer par faire environ quatre relectures. La première relecture sera pour vérifier simplement la cohérence de l'histoire. Est-ce que les personnages qui ont ramassé quelque chose au sol, est-ce qu'ils l'ont remis quelque part ou bon, des choses comme ça, des petits détails. Quelqu'un qui est en train de manger ne peut pas être dans sa voiture 10 secondes plus tard, à moins que ce soit dans le scénario. Donc, la première relecture concerne uniquement la cohérence dans l'histoire. La seconde relecture et la seconde vérification est pour la fluidité des dialogues, le naturel des personnages, et aussi je vérifie si chaque personnage parle, s'exprime, est représenté par la personnalité que j'ai décidé qu'il allait avoir. Quelqu'un d'agressif ne peut pas tout d'un coup agir en pâte molle, comme on dit au Québec. Quelqu'un qui est, je ne vais pas embarquer dans les exemples, mais il faut vraiment vérifier si la fluidité des dialogues et la personnalité que l'écrivain a voulu donner à ses personnages correspondent, que ce soit vraiment fluide et cohérent. La troisième vérification est pour la pertinence des mots et leur signification. Parfois, surtout ici, moi, je parle pour moi au Québec,
j'ai constaté que nous utilisions certains mots à mauvais escient, peut-être sans vraiment y penser, ou bon, bref. Moi, à la troisième relecture, je vérifie la pertinence des mots. Est-ce que ce mot-là va vraiment à cet endroit-là? Est-ce qu'il ne pourrait pas être remplacé par un autre mot plus significatif selon le chapitre ou les circonstances que je veux décrire? Et la quatrième relecture est une relecture générale pour l'orthographe, un peu la vérification de tout. Un peu comme, disons, on a fini de laver notre maison, de nettoyer notre maison, on place un peu le décor, les petits bibelots. Donc, c'est un peu ça, c'est une relecture générale pour voir est-ce que les gens vont aimer. À la dernière relecture, justement, à la relecture générale, j'essaie de me mettre dans la position de quelqu'un qui n'a jamais lu mon histoire. Et comment je fais ça? Je mets mon roman de côté environ, je l'oublie, je le mets dans je ferme tout pendant environ 30 jours. Au bout de 30 jours, on dirait que là, je suis capable d'avoir un point de vue plus avec du recul. Et puis, je lis, je fais la lecture de ce roman-là comme si j'étais une pure étrangère. Après ces 4 vérifications-là, je l'envoie à mon réviseur pour l'orthographe. Ok, donc en fait, toi, tu t'y prends en 4 phases finalement. Et en 4 phases, à partir de l'écriture de ton roman, de la première page, l'écriture de la première page jusqu'à la 4e phase, tu mets environ 1 an. C'est ça, hein? Avec le réviseur, avec la publication. Exactement, oui, environ, comme j'ai dit tout à l'heure, 8 à 9 mois pour l'écriture et puis on peut rajouter un autre 3 mois pour la révision puis la correction de l'orthographe. Beaucoup de lecteurs ont posé une question par rapport à la vente, mais avant cette question-là, donc comment vendre, quand toi tu t'y prends pour que tes romans pardon, se vendent bien, mais avant cette question-là, je vais t'en poser une autre. Parce que c'est une question qui revient assez souvent et qui est revenue assez souvent aussi quand j'ai reçu les réponses des lecteurs. Ils me disent, voilà, moi je veux être édité auprès d'une maison d'édition ou même auprès de toi. On m'a aussi dit auprès d'une maison d'édition, on m'a également demandé. Mais est-ce qu'il existe au niveau des comités de lecture des critères précis relatifs à l'acceptation ou au rejet d'un roman? Tout à fait, oui. Et chaque éditeur a ses propres critères de sélection selon sa ligne éditoriale. Certains sont spécialisés dans les romans du terroir, certains sont spécialisés en romans historiques ou d'horreur ou policiers, peu importe. Mais oui, chaque comité a ses propres critères de sélection. Certains sont orientés surtout aussi sur la perfection du français. Ça m'est arrivé d'être rejeté, que mon roman soit rejeté par les maisons d'édition simplement après les quelques premières lignes. Certains comités de lecture vont jeter, excusez le mot, mais c'est ce qui se passe, ils vont jeter le manuscrit parce que les 3, 4, 10 ou 20 premières lignes ne leur plaisent tout simplement pas. Je sais, c'est injuste, c'est certain, mais ces gens-là reçoivent tellement de manuscrits qu'ils peuvent se permettre d'être difficiles. Il y a aussi une question marketing derrière tout ça. En général, les éditeurs vont privilégier les 3, 4 ou 5 de leurs auteurs maison, de leur auteur maison. Ceux qui sont déjà installés, qui ont déjà reçu tout le marketing, qui sont des privilégiés de ces éditeurs-là, que les lecteurs connaissent et que leurs romans se vendent très bien. C'est souvent une question d'argent, hein, plus que de faire progresser la création littéraire, je pense. Et puis, bon, dans mon cas, mon premier roman, oui, j'ai fait comme tout le monde. J'ai essayé de le faire publier
dans des maisons d'édition ici au Québec. Puis, après plus de 20 rejets, j'ai décidé de vérifier est-ce que c'est moi le problème ou c'est eux. Et puis, c'est là que j'ai découvert plein de petites choses sous-jacentes, justement, en provenance des comités de lecture et puis autre chose que je ne vais pas aborder ici. Mais oui, bon, chaque éditeur a sa propre ligne éditoriale, ses propres critères, sa propre façon de présenter les choses. Moi, un exemple, si quelqu'un m'enverrait, premièrement, je ne publie que mes romans, mais advenant le cas que les choses changeraient, je te dirais que jamais je ne vais accepter de romans d'horreur ou de romans sanglants, un exemple, parce que ça ne correspond pas du tout à ma ligne éditoriale. Certains vont se spécialiser dans le paranormal ou le roman d'aventure. Moi, une autre raison pour laquelle je n'ai pas été acceptée par les éditeurs traditionnels, comme j'aime les appeler, c'est que j'ai un roman qui traite de beaucoup de sujets. J'entre difficilement dans une petite boîte. Je vais m'expliquer. Mais avant, je vais vous dire, si votre roman rentre dans une catégorie précise, vous aurez plus de facilité à être accepté par un éditeur. Si vous pouvez catégoriser votre roman de policier, roman d'amour, roman historique, etc., ce serait beaucoup plus simple d'être accepté. Dans mon cas, c'est un mélange de plusieurs genres. J'ai une section où, bon, Jennifer, qui est mon personnage, elle reçoit des messages de l'au-delà de sa grand-mère qui est décédée. En plus de ça, la trame de fond est un peu un roman d'aventure, un peu, pas tout à fait à la Indiana Jones, mais presque. Aussi, j'aborde les quêtes spirituelles. Puis, vers le tome 4, je vais un petit peu glisser vers la science-fiction. Donc, moi, mes lecteurs actuels adorent le concept, mais comme ça n'existait pas, je n'ai pas été mis dans une petite boîte, donc je n'ai pas été acceptée. Mais oui, je vous dirais que il existe des critères à respecter au niveau des comités de lecture et qui sont rarement, sinon jamais révélés au public. Donc, lorsque vous envoyez votre manuscrit à un éditeur, c'est une question d'y croire ou ne pas y croire, de foi, de je ne sais quoi, mais vous êtes refusé ou accepté, et souvent sans explication et sans justification. C'est comme ça. Très bien. Et du coup, donc, pour venir à la dernière question, et c'est celle que se posent beaucoup d'auteurs, parce que il y en a énormément qui aimeraient vivre de leur art, en fait, d'auteurs de romans ou d'auteurs de guides pratiques sur Internet ou en auto-édition, ou alors publier même, pourquoi pas. Mais le problème que l'on retrouve, c'est comment se faire connaître et comment s'y prendre, comment vendre ces livres et voilà, et sur Internet principalement, si on auto-édite son propre livre. Je crois que quelqu'un qui décide d'auto-éditer son propre livre doit aussi comprendre qu'il deviendra d'une certaine façon un entrepreneur, puisqu'à ce moment-là, il faudra tout planifier. Planifier la promotion, la publication. Il faut vraiment maîtriser à ce moment-là les réseaux sociaux, les façons de se faire connaître. Il y en a beaucoup. Un exemple, je me promène toujours avec des cartes d'affaires. Je me suis fait imprimer, je crois que vous appelez ça des cartes professionnelles. J'ai toujours des cartes sur moi. Puis, dès que l'occasion se présente, j'en parle. J'introduis la notion de roman. Est-ce que tu aimes la lecture?
Oui, oui, moi aussi. J'écris, puis bon, tu vois, genre, il faut passer à l'action de ce côté-là énormément. Il faut être proactif, vraiment penser marketing. Si un auteur n'a pas le concept, n'intègre pas un minimum de concept marketing dans sa vie, il ne va pas nécessairement réussir facilement. Il faut dépasser ses craintes, se présenter en public. Justement, bientôt, je vais participer à un salon du livre. Il faut investir en publicité, un minimum de publicité qui sont peut-être un petit budget sur Facebook ou quelque part pour se faire connaître. Il faut vraiment, il faut pas avoir peur de déranger les gens. Souvent, le concept de vente ou de marketing est associé à de la fraude ou peu importe, mais non, en tant qu'auteur, il faut vraiment se présenter, avoir la passion dans les yeux qui brillent lorsqu'on parle de son histoire. Il faut vraiment avoir le goût d'en parler. Dans le fond, son roman, c'est son bébé, c'est son enfant. Souvent, on va y passer 1 année, 2 années complètes à travailler sur son histoire, sur sa trame. Il n'est pas question d'avoir honte d'en parler. Il faut en être fier. Et toutes les raisons sont bonnes pour se faire connaître. Les 5 à 7, les soupers en famille, les rencontres entre employés où vous travaillez, dans la société où vous travaillez, ou publier des extraits sur le web. Les gens adorent avoir un extrait de votre roman. Ça leur permet aussi de constater, de voir comment vous écrivez et si l'histoire les intéresse. Il vous faut aussi une page Facebook pour vous faire connaître aussi. Si vous êtes chez Amazon, Amazon fournit une page d'auteur qui est assez plaisante à concevoir. Il faut aussi tout ce qui est Twitter, LinkedIn, tout ça, tout ce qui est réseaux sociaux, super important de garder à jour, de publier des petites choses, des extraits, souvent des anecdotes concernant la publication, l'écriture d'un roman ou d'où vous viennent vos idées. Bon, il ne faut pas tout dévoiler là, quand même, mais les gens aiment connaître l'auteur tout autant que ses romans. Puis, c'est super important. Toutes les raisons sont bonnes. À ce moment-là, je conseille aux auteurs qui veulent se lancer dans l'autopublication à ce moment-là, de vraiment suivre une formation si nécessaire concernant le marketing sur Internet surtout, ce serait super important. Donc, super, merci Lucie. Donc, on arrive à la fin des questions. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter pour ceux qui vont t'écouter? Eh bien, j'aimerais remercier les gens de s'être intéressés à mon entrevue. Puis, j'ai bien aimé partager quelques astuces avec vous. Si vous saviez, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à écrire, si vous pouviez deviner à quel point il est magique, il est passionnant de donner vie à des personnages, d'organiser ces idées, puis de créer des histoires. C'est fabuleux, c'est libérateur, moi, j'ai tellement besoin d'écrire pour être heureuse que j'aimerais vraiment que j'aimerais partager cette flamme-là avec les gens. Le plaisir qu'on a de donner vie à des personnages, c'est donner la vie, carrément. Puis, c'est fantastique. Donc, merci à tous de m'avoir écouté. Puis, j'espère un jour ou l'autre pouvoir vous transmettre ma passion d'écrire. En tout cas, je le pense parce que c'est vrai que d'ici quelques jours, je vous enverrai en fait une vidéo qu'a faite Lucie, qui a réalisé Lucie, qui est vraiment, qui va venir compléter en fait compléter et finaliser ce que Lucie a partagé avec vous aujourd'hui. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez donc une belle surprise, une belle opportunité, j'allais dire plutôt, voilà,
que vous devez absolument saisir si vous voulez devenir un romancier. Donc, merci à vous toutes. Merci à toi, Lucie, de t'être prêtée au jeu de l'interview. Je crois que c'est ta première ou pas? C'est ta première, c'est ça, je crois, hein? Tout à fait, Michael. C'est ma première entrevue, donc je suis un peu nerveuse et puis de nature timide en plus. Donc, j'espère avoir bien fait les choses et puis je te remercie de m'avoir un peu choisi parmi des centaines, des milliers d'auteurs pour partager mon aventure avec toi et avec tes lecteurs. Merci, Lucie, et à très vite. Merci. Bye bye. Bye bye, merci.